Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que vous vous préparez pour Noël, vous préparez vos plein d'affaires qui s'en viennent. On est déjà en train de planifier l'année prochaine, déjà 2026. On parle déjà à quelques brasseries pour faire des dossiers spéciaux qui s'en viennent. Des nouveaux clients vont embarquer. On a également des nouveaux projets qui s'en viennent. Vous savez, on a un forum qui s'en vient de la boisson. On travaille là-dessus déjà, moi et mon partner. Puis, bien sûr, d'autres choses, comme toujours. On lance, comme vous savez, on a notre vertical, les affaires brassicoles, notre vertical, les assemblages d'idées. C'est plus de spiritueux et en plus, c'est comment on appelle ça, du vin. Puis en plus, on vient de lancer une verticale avec, ça s'appelle Affaires et terroir, plus la bouffe. Baron Mag fait l'expansion de tout ce contenu-là. On les a mis dans les silos différents pour qu'ils se parlent, mais ils peuvent se parler entre eux autres en même temps. Puis, comme je dis, il y a plein de choses qui s'en viennent. Nous autres, on travaille très, très fort là-dessus. Si vous avez des questions, mon téléphone, puis mon courriel, c'est leonardo@baronmag.com. Abonnez-vous à notre infolette. Achetez notre nouveau numéro des affaires brassicoles qui est sorti il y a quelques jours. Puis, si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Comme vous savez, Baron Mag, depuis un bout de temps, quand vous voyez notre contenu, tout ça, on parle beaucoup des drinks, du functional drink. On en parle souvent. On a déjà parlé beaucoup de kombucha, des boissons qui s'en viennent, tout ça. Puis, on continue notre couverture avec ça. Puis, avec la gang de Pivot Hub qui commandite cet podcast, on voulait parler avec une gang, ça fait longtemps que je suis pas mal. Une des raisons, c'est le design. J'ai découvert un design quand j'étais dans mes voyages, puis je trouvais intéressant le design qu'ils avaient, puis la clientèle qu'ils avaient dans de ça. Puis la compagnie s'appelle Cactus Kombucha. C'est une compagnie qui est montréalaise. Honnêtement, quand j'ai parlé avec le propriétaire, je pensais que c'était une compagnie vraiment très grosse. Puis il m'a dit que non, c'est encore une compagnie, c'est comme à la, c'est très humain comme grosseur. Puis c'est une compagnie que j'ai eu la chance de goûter à leur gingembre. Puis bien sûr, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est épices florales. J'aime ces affaires-là, ça a vraiment fonctionné avec moi. Aujourd'hui, on va parler avec le propriétaire pour discuter un petit peu de d'où ça vient, cette compagnie-là. C'est quoi l'expansion qui s'en vient? Puis une des raisons pourquoi je voulais parler de kombucha dans la section des affaires brassicoles, c'est parce que, vous savez, beaucoup de brasseurs me demandent c'est quoi le nouveau produit qui s'en vient. Puis je parlais avec quelqu'un qui fait un bout de temps qu'il faisait cette compagnie-là. Je voulais connaître un petit peu les tendances de l'industrie, qu'est-ce qui s'en vient, et bien sûr, plus de choses encore. Comment ça va, toi? Ça va très bien. Excellent. Écoute, je m'excuse, c'est quoi ton nom encore? Luc. Luc. Merci, Luc. Luc, c'est le président de la compagnie Cactus Kombucha. C'est sûr, vous l'avez vu, il se promène partout. Si vous allez à la brasserie Angus, à côté, il y a un dépanneur. Comment ça s'appelle déjà? Toutes les choses parfaites. Excellent. Vous allez voir un beau frigo avec toutes ces affaires-là. C'est un bon drink. Le price point est excellent. Puis comme je dis, je ne suis pas un très grand amateur de kombucha, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Comment ça va, toi? Ça va très bien. C'est une belle journée. On a une belle tempête de neige. Je sais, je suis sur la route depuis 4 heures du matin. Ça. Je vois beaucoup de monde avant d'arriver pour les podcasts. Luc, comme je l'avais dit au début du podcast, nous autres, c'est sûr que c'est un podcast sur la bière, souvent qu'on parle, mais souvent on parle de la boisson. Puis c'est ce qui m'intéressait beaucoup quand on s'était parlé hier, je pense, au téléphone. C'est qu'on veut découvrir un peu ce qui se passe dans l'industrie en soi parce qu'on a quelques brasseurs qui ont lancé des kombucha. Puis Ouais. c'est un produit, on peut le dire, assez facile à faire quand on veut. Pas un produit quand tu fais des grosses productions, mais c'est quand même un produit accessible comme ça. Puis c'est un produit, tu sais, que je sais que quelques personnes m'ont déjà demandé là-dessus. C'est pour ça que je voulais parler avec toi. Avant de parler de tout ça, je voulais savoir que tu parles un petit peu de d'où vient l'idée de Cactus Kombucha. Puis parler un petit peu de la compagnie, puis ça fait combien de temps que ça existe, tout ça? Ben, Cactus Kombucha, ça a pris vraiment officiellement son envol dans la pandémie. Moi, j'ai signé mon bail commercial en février 2020. OK. Alors, c'est ça, c'était en pleine pandémie. Puis, bon, le kombucha, tout le monde le sait, c'est une boisson, c'est un pop drink, donc c'est un thé sucré fermenté, aromatisé. Maintenant, moi, oui, je trouve que c'est très facile à faire. J'ai déjà eu des discussions avec des brasseurs qui me disaient que pour eux, c'était difficile, mais brasser de la bière, c'était facile. Moi, c'est tout le contraire.
Ça m'est venu naturellement avec les formations de fabrication de kombucha qu'on a eues au début des années 2000, avec à l'époque une entreprise quand même pionnière ici à Montréal. Et puis par la suite, avec mes démarches avec Mananova, j'ai décidé de lancer ma compagnie. Et moi, en fait, ma ligne éditoriale, c'est de faire connaître des ingrédients du terroir. Donc, j'aromatise mes kombuchas avec des plantes que je vais aller cueillir majoritairement en forêt. OK. Donc, c'est ma façon de me démarquer du marché, étant donné que c'est un marché qui est quand même relativement saturé avec des très gros joueurs. Voilà. Excellent, parce que toi et moi, on s'est parlé hier. On s'est parlé que pendant la pandémie, il y a beaucoup de compagnies de kombucha qui ont fait faillite. C'était Oui, impressionnant. Moi, j'avais énormément. parlé avec quelqu'un, c'était comme. Ça a fait vraiment un razzia là-dessus. Puis, tu as un des rares avec Gucci ou d'autres compagnies comme ça qui avaient réussi à passer à travers la pandémie. Pourquoi tu penses que tu as réussi à passer la pandémie? Parce que tu es rentré en même temps que la pandémie, puis ta compagnie est née dans cette affaire-là. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Pourquoi tu penses que tu as passé à travers ça? Ben, je crois que j'ai l'énergie, j'avais l'énergie et j'ai encore l'énergie d'une nouvelle PME. Ouais. Donc, je suis assez résilient, puis tranquillement, la croissance se fait de façon organique. Donc, est-ce que l'entreprise est absolument rentable actuellement? C'est pas facile, c'est un défi comme probablement dans le monde brassicole. Il y a beaucoup de joueurs, ça joue du coude, puis on sait tous que mettre un produit en tablette, mais en plus réfrigéré, parfois ça relève de l'exploit parce que bon, les frigos, c'est pas, les tablettes, c'est pas infini, là. Donc, souvent, quand un détaillant va rentrer un nouveau produit, il faut qu'il en sorte un Ouais. de sa tablette. Alors, moi, je pense que je vais me démarquer parce que je suis un petit peu champ gauche, j'amène des saveurs justement qu'on trouve pas sur le marché ou plus difficilement. Et puis, j'ai aussi un branding qui a été fait à la base pour s'amuser, oui, mais pour ressortir du lot. C'est-à-dire que quand le client arrive devant un mur de bière de microbrasserie ou de pop drink, qui est pour quelqu'un qui cherche, par exemple, une alternative à une alternative zéro alcool, ben là, on n'a pas beaucoup de temps pour être capable d'aller chercher le regard du client. Donc, moi, avec l'espèce d'agrandissement de levure et de bactéries, parce que c'est ce que c'est, hein, un kombucha, c'est une symbiose de levure et de bactéries, donc des micro-organismes. J'ai fait comme une espèce d'agrandissement au microscope pour les mettre en valeur sur les canettes. Donc, le feedback que j'ai est actuellement, ben, en fait, depuis le début, est très bon. Donc, c'est ça, c'est du marketing, d'aller chercher le regard des clients, puis par la suite, ben, d'être capable de séduire leur papille. Puis, à venir jusqu'à présent, je me débrouille quand même assez bien, ouais. Oui, parce que ça, au début, honnêtement, quand j'ai vu les images, au début, je pensais que c'était du jus. Moi, au début, je pensais que c'était du jus. Il y a un côté, puis je trouvais intéressant le marketing, tu avais en arrière de ça, tu sais, le côté, tu sais, c'est le côté familial, le côté pour les enfants, tout ça. Au début, je pensais que c'était un drink de jus. Après ça, je suis allé en acheter un, j'ai vu ça. C'est intéressant, mais l'idée, je veux savoir pourquoi tu t'es lancé dans le kombucha. C'est quand même, comme tu dis, c'est un marché qui est difficile quand même. C'est l'année passée, oui, il y a 2, 3 ans, Pepsi avait acheté une compagnie pour 1 milliard de dollars, ça n'a pas fonctionné. Oui. C'est un marché qui est vraiment intéressant parce que tu peux aller partout, bien sûr, mais c'est un marché difficile, comme tu dis, il y a beaucoup de défis, de tablettes, tout ça. C'était quoi qu'est-ce qui est intéressant d'aller chercher ça? Ben, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est que moi, je brasse du kombucha depuis 2008. OK? Et pour moi, ça a toujours été d'une grande facilité. J'ai donné des cours de fabrication de kombucha à de la famille, à des amis. J'en ai toujours brassé. Il y avait des étés à la maison où je pouvais avoir des 7-8 pots de verre de format 4 litres dans les armoires. Puis je faisais des récoltes à tous les 3-4 jours. Et puis je roulais différentes saveurs de kombucha. Donc, pour moi, c'est un peu comme un jeu d'enfant. Donc, j'ai commencé, je pense que c'était à la fin 2018-2019, à distribuer du kombucha en tour de la table en en fabriquant pour 3 détaillants. Et puis, parce que c'est une demande qu'on m'avait faite, là, donc tout ça, c'était un peu en tour de la table. Puis là, ben, la demande a augmenté, puis ben, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, quand tu te mets un doigt dans l'engrenage, ben là, le corps au complet, il suit. Ouais, Donc, ouais. il c'est un peu par accident, mais c'est toujours, parce que moi, je me disais: «Ben, c'est tellement facile de faire du kombucha», puis parce que j'avais tellement de demandes, mais tu sais, je me suis lancé, puis au final, j'ai signé pour un bail commercial, voilà. OK, ça a été vraiment, tu t'es lancé
100% là-dessus. Ouais, ouais, sans trop réfléchir. Puis je me suis dit, ben, je suis encore jeune, donc on se lance, puis on fait l'aventure, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est ça, toi, tu as des formats en canette à 3,55, on appelle des sleek, qui sont hauts comme Oui, ça. Mais également, ce que tu donnes aussi, il y a quelque chose que tu vends aussi, c'est en bouteille. Je vois ça, oui, il y a une ouais, certaine demande pour les ouais. bouteilles 1 litre, pour les formats familiales. Donc, je fais des formats familiales 1 litre et aussi les canettes 3,55. Au début, j'ai essayé en format 2 litres, mais ça n'a pas tellement bien fonctionné. Alors, je suis resté au litre. Moi, je pensais au début que les 1 litre que tu avais lancé, c'était vraiment pour les restaurants, les boutiques, plus B2B. Je pensais que c'était plus pour des clients comme ça, eux autres. Non, il y a vraiment monsieur, madame, tout le monde qui vont faire leur épicerie puis qui vont préférer acheter 1 litre pour avoir une bouteille de kombucha pour le souper, par exemple. OK, OK. Puis le vinaigre de kombucha, c'est un produit que vous avez aussi également, que vous. Oui, ça fait 2 ans que j'ai mis sur le marché, étant donné que, bon, quand tu fais du kombucha, tu es un peu dans le business du vinaigre. Donc, pour moi, ben, ça allait de souhait d'élargir la gamme puis de mettre en marché un vinaigre de kombucha. Et aussi, c'est parce que j'en voyais pas en tablette. Donc, je me suis dit, ben, parfait, je vais aller prendre la place qu'il y a sur le marché. Excellent, excellent. Ça, dites-moi, OK, ça, tu te lances en canette, tu as des bouteilles comme ça. C'est quoi la grosseur de la production que vous avez mensuelle ou disons annuelle avec vos produits? Bien, pour vous donner un ordre de grandeur, quand je fais des recettes, c'est vraiment toujours, comment je pourrais dire, au niveau artisanal. Les plus grandes batches de brassins que je vais faire, c'est 700 litres. OK. Donc, ça donne des volumes mensuels qui sont respectables. Mais, étant donné que je ne suis pas présent actuellement dans les bannières, parce que, bon, avoir une place en tablette dans les bannières, c'est quand même beaucoup de travail, c'est un bon défi. Alors, je ne suis pas rendu là pour l'instant. Donc, c'est ça, je fais des brassins de 500 à 700 litres. OK, quand même. Puis ça fait comme une canette à peu près par mois, à peu près, disons, tout On, dépendant, chacun la rotation que tu fais des produits. Oui, c'est ça, on parle d'un volume de canettes par mois qui sont vendues tout dépendant de la saison parce que ça fluctue. Comme là, actuellement, en décembre, janvier, c'est très calme parce que les ventes de boissons réfrigérées suivent quand même le mercure. Donc, ça va aller de 2000 à 4000 canettes par mois. OK, OK. Puis en plus, bien sûr, pourquoi tu dois attendre que janvier, ça arrive, puis quand le monde a trop bu, en janvier, le côté santé, puis en février, sans alcool. C'est vraiment des Ouais. gros mois qui sont là. Est-ce que tu vois les tendances qu'on voit de le sans alcool et des produits de santé? Est-ce que tu vois vraiment que le monde embarque là-dedans, dans tes ventes? Oui, je vois une petite différence, effectivement, des gens qui pensent un peu à leur santé et qui vont délaisser quelques drinks par-ci, par-là, puis quelques drinks alcoolisés pour une boisson alternative, que ce soit une limonade, un kombucha, un thé glacé. Alors oui, je l'observe effectivement dans mes ventes. OK. Comment tu fais est-ce que ça existe chez vous, comme les brasseurs ou les vignobles, des collaborations qui existent entre kombucha ou des compagnies externes qui travaillent entre vous autres? Ça existe, le site de solidarité, de vente, tout ça? Oui, ça existe. J'ai déjà eu des approches pour faire des collaborations, mais pour plusieurs raisons, ça n'a pas abouti. Mais je vous dirais que 3, 4 fois par année, il y a des gens qui m'approchent pour faire des collaborations. J'ai entre autres, ben, la personne, c'est pas encore sur le marché son produit, mais j'ai aidé 2 personnes à faire des tests pour un, c'était un kombucha. Lui, c'est une personne qui arrivait d'Afrique puis qui brassait du kombucha dans leur pays et qui voulait lancer ici une recette typiquement africaine de kombucha. Donc, on a fait un bout de chemin ensemble. On a mis en canette quelques-unes de ses recettes. Puis Là. là, pour l'instant, c'est tranquille. Je pense qu'il devrait me relancer au printemps. Puis aussi du kéfir d'eau. J'ai aidé quelqu'un à faire des recettes de kéfir d'eau, puis à faire des tests comme première approche pour le marché. Donc, il y a des collaborations comme ça qui arrivent à gauche et à droite. J'ai une collaboration aussi avec quelqu'un ici, une entreprise à Montréal qui a ça, c'est un peu de l'économie circulaire, c'est que lui utilise la pleure de citron, mais la chair à l'intérieur n'est pas utilisée. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je lui achète. Puis là, je suis sur le point, dans quelques semaines, de lancer une limonade. Donc, de sortir un peu de mon carré de sable de kombucha pour mettre en canette d'autres types de boissons
qui sont toujours une alternative santé, donc un certain regard sur le taux de calories par canette et toujours sans alcool. Est-ce que tu penses que cette tendance, pourquoi des tendances sans alcool, bien sûr, tu t'en parles de ça, mais est-ce que pourquoi dans ces nouveaux produits, c'est vraiment parce qu'il faut diversifier comme beaucoup de compagnies ou qu'est-ce qui se passe dans cette diversification derrière de ça? Ben, si je comprends bien ta question, c'est que moi, de mon côté, on sait que le kombucha, le marché est quand même assez saturé. En 2008-2020, les ventes ont explosé, mais là, il y a une stabilisation, puis même on voit une diminution de la demande. Moi, j'ai des infrastructures pour faire des boissons. Donc, j'ai des clients existants qui parfois me demandent pour euh, d'autres boissons, mais qui est pas du kombucha, parce que c'est pas tout le monde qui aime ce type de boisson fermentée-là. Donc, moi, c'est pour répondre à la demande de mes clients existants, puis élargir mon catalogue de vente, puisque j'y suis, puis puisque je peux rentabiliser mes installations encore un peu mieux, ben, je le fais. Ok, c'est excellent. Moi, juste savoir le côté B2B. Est-ce qu'il existe chez vous des ventes B2B, c'est-à-dire la croissance dans des bars, des restaurants, du monde qui essaie de trouver des nouveaux produits comme ça, le mixage de drink, tout ça? Est-ce que c'est une clientèle que vous allez chercher, vous autres? Avec Euh, le nouveau drink au citron, des trucs comme ça? Ben, pour bien répondre, je ne suis pas certain de comprendre la question. Moi, le core de ma business, c'est du B2B, mais Non, est-ce le que j'ai des... B2B, c'est Oui, plus. Toi, tu vas au commerçant. B2B, c'est vraiment la restauration, c'est vraiment oui. les grosses compagnies comme ça, quand on fait des 2, 3 litres, 4 litres pour les autres, tout ça. C'est ça dans le OK. B2B. Le B2C, c'est vraiment, toi, tu vas au dépanneur, tu vends ça, le B2B, B2C, parce que tu s'en vas à une clientèle, tu sais. Ben, j'ai quelques ventes de fûts de kombucha, donc des Ouais, formats 20 litres. Oui, pour des points de vente, mais aussi des bureaux corporatifs où est-ce que, par exemple, un bureau va offrir sur place des fûts de kombucha puis des fûts de vraiment. bière, du café et tout ça. Tu sais, c'est une façon de donner un peu de luxe là, aux employés puis euh, leur offrir aussi un service de restauration sur place. OK, OK, parce que moi, je me rappelle que dans le temps, Gucci offrait, je ne sais pas s'il offre encore, en avril, il y avait, tu pouvais acheter ça en fût. Ça coûtait un peu Ah moins ben cher. oui. Ah ben Gucci, il y a encore un peu si on peut, comment je pourrais dire, ils ont un peu le monopole du marché parce que vraiment, Pierre Rich est arrivé au bon moment, il a eu cette Mmh. bonne idée-là, puis il est bien installé, puis il occupe le marché de façon magistrale. Donc oui, c'est encore d'actualité. Vous allez dans les Avril, les magasins aussi zéro déchet, puis vous allez pouvoir arriver avec vos bouteilles et les remplir live à partir d'un robinet. Donc oui, ça a encore sa place sur le marché. Je sais aussi que Jerry en fait dans le bas, ici dans Schlag, là, avec Fou de OK. Lille, lui aussi il en vend en fût. Donc oui, moi j'ai aussi des ventes en fût, mais c'est pas, c'est jamais à la même hauteur que ces joueurs-là et qui sont beaucoup plus gros que moi. En dehors de l'expansion que tu vas faire de ton drink de citron, est-ce qu'il y a d'autres produits que tu aimerais ça travailler là-dessus? Est-ce qu'il y a Ben, d'autres produits qui s'en viennent? Oui, on est 2 au Québec qui font ça. C'est du thé d'épilobe. OK. Je me suis équipé de la machinerie, puis l'été passé, je suis monté en Abitibi pour faire des récoltes puis des transformations. Donc, j'ai fait quelques dizaines de kilos de thé d'épilobe. Donc, bref, c'est au lieu d'utiliser la plante qui est le Camellia sinensis, hein, le thé qui vient de l'Inde, du Japon, de la Chine, etc., mais on utilise le même type de manipulation de transformation, donc des transformations thermiques et mécaniques, pour transformer la feuille d'épilobe qui nous donne au final un produit qui s'apparente au thé vert, qui s'apparente au thé noir. Donc là, je travaille actuellement à sortir un thé glacé d'épilobe. Donc, comme j'ai mentionné, à ma connaissance, on est 2 au Québec qui font ça. Et puis, c'est intéressant parce que c'est une plante qui pousse chez nous. Donc, de boire une boisson qui s'apparente à un thé vert, mais qui n'arrive pas, par exemple, du Japon, mais qui rejoint un peu ma ligne éditoriale de mettre de l'avant des saveurs issues de cueillettes chez nous, au Québec. Ben, Donc, c'est des saveurs intéressant. boréales. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, tu sais, tu as différents produits, que ce soit floral fruité, que ce soit floral, Ouais. excuse-moi, le sapin pinette, la vente camélie, tout ça. Est-ce que c'est toi qui décides, c'est sûr, au début, quand tu as lancé tes produits, tu dis, OK, je vais lancer 4 produits,
4 SKU. Tout à coup, il y a d'autres produits qui se sont mis tranquillement. Ouais. Est-ce que c'est vraiment du data en arrière de ça? C'est du monde qui va avec ça? C'est qu'est-ce que tu lis? Tout ce qui vient quand tu commences à mettre des SKU différents, ou c'est vraiment quelque chose que tu veux écouter? Comment ça fonctionne dans la mise en place de nouveaux SKU, la mise en place de nouveaux produits, tout ça? Ben, c'est 2 choses. C'est un peu l'instinct, mais aussi un plaisir égoïste. OK, OK, OK. Donc, il n'y a pas comme Ben il y a oui, pas de gros tu data à savoir ce qui se ben, passe, whatever. regardez, je vais vous donner un exemple. J'ai mis sur le marché un kombucha à base de houblon. Ouais. Et donc, c'est un kombucha houblonné parce que dans vous savez, autant dans la nourriture que des boissons, l'amertume, c'est une saveur qui est sous-représentée. Puis moi, j'habite ici en ville, à Montréal, et en marchant dans les ruelles, ben, si tu as l'œil aiguisé un peu, tu vas voir, il y a du houblon qui pousse partout sur les clôtures. Ah ouais. Donc, au début, j'ai fait des tests pour des brassins avec du houblon que j'ai trouvé dans les ruelles avant de trouver un producteur là, proche des lignes américaines, un grand producteur de houblon. Et quoi, j'ai encore des cueillettes. C'est ça, j'ai pris des rhizomes, puis j'ai aussi fait une petite plantation. Et moi, c'était le plaisir de boire une boisson houblonnée qui ressemble ou qui goûte. Puis c'est pas trop loin vraiment du goût de la IPA. Donc, c'est un brassin puis un SKU que je garde parce que, bon, la demande s'est développée, mais au départ, c'était vraiment un plaisir égoïste de dire, moi, je veux boire un kombucha houblon. Puis il y en avait un à l'époque sur le marché, puis je trouvais que, bon, ça goûtait pas le houblon. J'étais un peu déçu. Je me dis, si tu fais une IPA, ben, tu sais, ça peut ressembler à un fallait pour de vrai. Donc, puis je veux dire au point où est-ce que maintenant, dans la cuisine chez nous, j'ai un robinet de kombucha. OK. Puis il y en a un qui est dédié, ben en fait, j'en ai trois. Il y en a un qui est dédié au houblon. Donc, ça donne, c'est comme si tu buvais une India Pale Ale, mais sans alcool. Donc, je trouve que c'est une belle alternative. Puis le marché a répondu positivement, donc ça a été un succès. Oui, parce que le houblon, dans les drinks, whatever, sans pas la bière, disons le houblon tout court, c'est pas tout en bon, mais il y en a beaucoup qui sont. Honnêtement, j'en ai goûté des affaires qui sont pas bons, mais j'ai pas goûté le tien encore, mais il y en a pas beaucoup du houblon avec de l'eau, whatever, qui sont Ouais. bons. By the way, si tu veux, à Terrebonne, à Parc de Terrebonne, il y a de l'houblon plein. OK. Ah, c'est Moi, bon à savoir. en été, quand je prenais avec mes enfants dans ce coin-là, souvent, je faisais du tout. Là-bas, je me fais des drinks avec ça souvent, des doublons partout là, dans ce coin-là. C'est pas ça pour la baie, moi j'enlève, hein, mais où tu vois le marché comment ça s'appelle ça, de kombucha, toi, où tu vois ce marché-là? Est-ce que tu vois que c'est un marché, comme tu dis, il y a beaucoup de monde? Ouais. Est-ce que tu vois un marché national en dehors du Canada, bien sûr, malgré qu'il y en a beaucoup au Canada, malgré qu'il y a des grosses compagnies. J'ai déjà parlé avec Manova quelques fois pour savoir ce qui se passe dans leur tendance. Mais toi, au Québec, c'est où est-ce que tu vois l'ouverture, grandir de ton kombucha, tes produits, tes nouveaux produits, tout ça? Où tu vois tes nouveaux places, tout ça? Ben, moi, mes produits, moi, je trouve que c'est des produits qui se défendent très bien en tablette, qui se comparent très bien aux autres grands producteurs. Maintenant, comme j'ai mentionné, j'ai des saveurs qui se démarquent de par le fait que c'est majoritairement des ingrédients d'ici. Donc, on parle beaucoup de l'importance de l'économie locale, de promouvoir notre terroir. Donc, je trouve que, en fait, je pense que c'est des recettes qui sont vraiment gagnantes. Puis, étant donné que je ne suis pas actuellement dans les bannières encore, pour répondre à ta question, je te dirais que j'ai de la place, selon moi, en masse pour occuper plus d'espace tablette au Québec, oui. Il s'agit juste que je travaille un peu plus fort pour convaincre quelques gérants d'épicerie de me faire une petite place. Puis, euh, je pense que par la suite, la demande va se créer par elle-même. Ben, excellent. Écoute, Luc, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es occupé, tu es dans ton auto, puis aujourd'hui, on a une journée de neige, mais ça mène. Ça va bien. Écoute, comme je dis, depuis 4 heures du matin, je suis sur la rue, hein, puis je fais des voyages, je comprends que tu es comme ça. Écoute, Luc, merci beaucoup pour ton temps. Encore bravo, comme tu dis. Ça a été un produit que j'ai découvert depuis 2 ans à peu près que j'ai découvert quand j'étais à Sopangus. Puis après quelques Oui, bières, je suis allé à côté, j'ai fait un drink, puis j'étais comme, OK, c'est nouveau, c'est intéressant. Écoute, Godspeed, j'espère que ça va bien aller. Puis l'année prochaine, comme je dis, le mois de janvier, février s'en vient, c'est le moment que le monde veut de la santé. Côté coupable, le mois de décembre, ça, c'est ouais. bien pour vous autres. Écoute, merci encore. Puis bien sûr, le monde ne savent pas, mais tu es
une compagnie de Montréal. Tu fais ça à Montréal. Ça Oh, peut ouais, ouais. de Rosemont, tout ça, tu sais. Oui, je suis dans Rosemont, coin Saint-Joseph, Iberville. J'ai mon atelier et puis quand que j'arrive là, on se met au travail puis on s'ennuie pas, on a bien du plaisir. Est-ce que tu vois souvent la gamme ça s'appelle ça, les Green Brothers avec vous? Vous échangez des produits des Ah, fois? ben les Green Brothers, je les rencontre à travers les événements du CIBIM. C'est des Ouais. quatre personnes vraiment sympathiques et on a toujours des belles discussions ensemble. On est tous des petits producteurs là, au sein du CIBIM, puis c'est toujours la franche camaraderie. Et puis c'est le fun de se rencontrer pour se donner des mises à jour, se donner des petits trucs, puis faire un peu de pep talk together. Fait que c'est vraiment cool. Ben, excellent. Ben, écoute, merci Luc. Puis bien sûr, on se verra dans pas long, hein, les Ouais. nouveautés qui s'en viennent, tout ça. Puis merci encore. Parfait, merci à Baron Mag. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles présentées par Pivois Hub. Si vous avez des questions concernant Cactus Kombucha, on laissera l'information à la fin du podcast puis dans les articles. Allez-y, vraiment un produit intéressant à découvrir. On a d'autres produits qui s'en viennent, de boissons qui s'en viennent. On est en train de développer plus de contenu, diversifier le contenu de la bière pour voir qu'est-ce qui se passe à travers de ces frontières-là. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baromac.com. Abonnez-vous à notre section pro, s'il vous plaît. Puis bien sûr, si on ne se voit pas, mais je vais souhaiter à tout le monde. Mais, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Merci beaucoup et à la prochaine.